Le millionnaire a demandé à son fils de choisir un frère à l'orphelinat, et il a embrassé l'enfant que tous évitaient. Ce qui s'est passé ensuite a changé leurs vies à jamais. Avant de commencer ce voyage émouvant, laissez-nous en commentaire d'où vous regardez. Votre présence ici compte beaucoup pour nous. Préparez-vous à une histoire qui changera votre façon de voir le monde. Rafael Santana observait son fils de 8 ans, Lucas, jouer seul dans l'immense jardin de sa villa à Alphaville, São Paulo. À 38 ans, Rafael avait bâti un empire technologique évalué à 3 milliards de réais, mais tout son succès ne parvenait pas à combler le vide laissé par Helena, sa femme, morte il y a 2 ans dans un accident d'avion en revenant d'une mission humanitaire en Afrique. Lucas était devenu un enfant différent depuis. Il ne pleurait pas, ne se plaignait pas, mais souriait rarement aussi. Il passait des heures à construire des villes élaborées en Lego seulement pour les démonter méthodiquement, comme si l'acte de créer et détruire était sa façon de traiter la perte. « Papa ?» dit Lucas ce matin de jeudi, sans lever les yeux de ses pièces. « Pourquoi je n'ai pas de frère ?» La question prit Rafael au dépourvu. Helena et lui avaient essayé d'avoir un autre enfant pendant des années, mais après plusieurs fausses couches, ils avaient décidé que Lucas serait leur unique miracle. Ta maman et moi, nous avons essayé, mon fils, mais les choses n'arrivent pas toujours comme prévu. Maman disait toujours que la famille n'est pas seulement une question de sang, continua Lucas, regardant finalement son père avec ses yeux verts identiques à ceux d'Helena. Elle disait que l'amour choisit les gens, pas l'ADN. Raphaël sentit la familière oppression dans la poitrine qui venait toujours quand Lucas citait Helena. Le garçon avait une mémoire extraordinaire et répétait souvent des conversations entières qu'il avait eues avec sa mère, comme si les maintenir vivantes par les mots pouvait d'une certaine manière la ramener. « Tu aimerais avoir un frère ?» demanda Raphaël prudemment. Lucas acquiesça solennellement. « Quelqu'un qui comprenne. » « Comprenne quoi ? Comment c'est quand le monde devient très grand et toi très petit ?» Cette nuit-là, Raphaël appela son avocate Dre Carla Mendonça, spécialiste en adoption. « Je veux adopter un enfant, » dit-il sans préambule. « Raphaël, c'est merveilleux. Je peux commencer le processus immédiatement. Quel âge préfères-tu ? Les bébés sont plus faciles à... » Non, je veux que Lucas choisisse. Je veux qu'il choisisse son frère. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Raphaël, c'est hautement irrégulier. Les enfants de 8 ans n'ont pas la maturité émotionnelle pour prendre ce genre de décision. Lucas n'est pas un enfant ordinaire, répondit Raphaël. Depuis qu'Helena est morte, il voit le monde différemment, plus profondément. Si je vais amener quelqu'un dans notre famille, il faut que ce soit quelqu'un avec qui il se connecte vraiment. Après des semaines de paperasse et de préparation, Raphaël et Lucas arrivèrent au foyer San José, un des orphelinats les mieux administrés de São Paulo. La directrice, sœur Catarina, une femme de 60 ans aux yeux gentils mais fatigués, les reçut personnellement. « Monsieur Santana, nous avons préparé un groupe de garçons entre 6 et 10 ans pour faire connaissance avec Lucas. Ce sont tous des garçons merveilleux, bien adaptés, avec de bons résultats scolaires. » Pendant qu'elle parlait, Raphaël remarqua que Lucas s'était arrêté au milieu du couloir, regardant fixement par une fenêtre qui donnait sur la cour arrière. Là, séparé de tous les autres enfants, il y avait un garçon assis seul sous un arbre, dessinant quelque chose sur le sol avec un bâton. « Qui est-ce » demanda Lucas. Sœur Catarina suivit son regard et son expression s'attrista. « C'est Miguel, il a 9 ans. Mais mon enfant, Miguel n'est pas disponible pour adoption en ce moment. »« Pourquoi ?» insista Lucas, observant toujours le garçon solitaire. « Miguel a des défis spéciaux. Il ne parle pas depuis qu'il est arrivé ici il y a 3 ans. Les médecins disent que c'est un mutisme sélectif causé par un trauma sévère. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Raphaël. Sœur Catarina hésita, débattant clairement de ce qu'elle devait partager. « Miguel a assisté à quelque chose de terrible. Sa famille entière. Il y a eu un incendie. Il a été le seul survivant. Depuis, il n'a pas prononcé un mot. Il a aussi des épisodes où il semble être ailleurs, complètement, revivant cette nuit-là. Il communique d'une façon ou d'une autre, demanda Raphaël, remarquant comme Lucas continuait à être fixé sur le garçon.
Il dessine, constamment, et écrit quand nécessaire. Il est extrêmement intelligent, en fait. Il lit bien au-dessus du niveau de son âge. Mais les autres enfants, elle fit une pause. Les autres enfants l'évitent, compléta Lucas. Ce n'était pas une question. Malheureusement, oui. Il l'appelle fantôme, parce qu'il se déplace silencieusement dans les couloirs. Certains ont peur de lui. Je peux le rencontrer? Demanda Lucas. Mon enfant, nous avons 12 garçons merveilleux qui attendent de te connaître dans la salle de récréation. Ben, s'il vous plaît, insista Lucas. Et il y avait quelque chose dans sa voix que Raphaël reconnut, la même détermination tranquille qu'Helena démontrait quand quelque chose était important pour elle. Sœur Katharina soupira. Je suppose que cela ne ferait pas de mal, mais n'attendez pas trop. Miguel n'interagit pas avec les étrangers. Ils marchèrent jusqu'à la cour. Miguel ne leva pas les yeux quand ils s'approchèrent, complètement absorbé dans son dessin sur la terre. Raphaël put voir que c'était surprenamment détaillé. Une maison avec des fenêtres élaborées et ce qui semblait être une famille à l'intérieur. Lucas s'assit silencieusement à côté de Miguel, ne disant rien pendant plusieurs minutes. Puis, il prit son propre bâton et commença à ajouter au dessin une petite figure à l'extérieur de la maison, regardant vers l'intérieur. Miguel leva finalement les yeux. Il avait des yeux bruns foncés qui semblaient beaucoup plus vieux que ses 9 ans. Il étudia Lucas pendant un long moment, puis prit son bâton et dessina une porte ouverte dans la maison et une ligne connectant la figure solitaire à la famille à l'intérieur. Lucas sourit, le premier sourire authentique que Raphaël avait vu depuis des mois. « Il comprend », dit simplement Lucas. « Lucas, » dit doucement Raphaël, « Miguel a des besoins spéciaux. Ce serait très difficile. »« Papa » l'interrompit Lucas, regardant toujours Miguel. Maman disait toujours que les gens les plus brisés sont parfois les plus forts, parce qu'ils ont dû se reconstruire à partir de rien. Miguel n'est pas brisé, il parle juste une langue différente. Miguel tendit la main et toucha légèrement le bras de Lucas, puis se pointa et pointa Lucas. Ses lèvres bougèrent, et bien qu'aucun son ne sortit, Raphaël put lire clairement. « Pareil. »« Tu vois ?» dit Lucas. « Il me comprend aussi. » Sœur Katharina observait l'interaction avec étonnement. « En 3 ans, je n'ai jamais vu Miguel initier un contact physique avec qui que ce soit. Monsieur Santana, continua-t-elle, vous devez comprendre. Miguel nécessite une thérapie intensive. Il a des terreurs nocturnes. Parfois, il reste catatonique pendant des heures. Ce n'est pas une adoption facile. Les meilleures choses ne sont jamais faciles, dit Lucas. Et encore une fois, Raphaël entendit des échos d'Helena dans sa sagesse précoce. Cette nuit-là, Raphaël passa des heures à rechercher sur le mutisme sélectif, les traumas infantiles et les thérapies disponibles. Mais son esprit continuait à revenir à la scène dans la cour, 2 garçons qui avaient tout perdu, trouvant une façon de communiquer sans mots. Le lendemain, Raphaël retourna à l'orphelinat, seul, pour examiner le dossier de Miguel. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Miguel Ferreira dos Santos avait perdu ses parents, 2 frères plus jeunes, et sa grand-mère dans un incendie criminel. Le père de Miguel était un procureur qui enquêtait sur un réseau de corruption impliquant plusieurs entreprises de construction. L'enquête suggérait que l'incendie n'était pas accidentel. « Pourquoi n'a-t-il pas été placé sous protection ?» demanda Raphaël à sœur Katharina. « Il l'a été, initialement. Mais après 6 mois sans que Miguel parle ou identifie des suspects, l'affaire s'est refroidie. Il a été envoyé ici. Officiellement, l'incendie a été classé comme accident électrique. » Raphaël sentit une vague de colère. Le système avait failli à Miguel à tous les niveaux possibles. « Je veux commencer le processus d'adoption, » dit-il fermement. « Monsieur Santana, je dois être clair. 3 familles ont déjà essayé d'adopter Miguel. Toutes l'ont rendu dans les semaines. Son trauma est trop profond pour que la plupart des gens puissent le gérer. Nous ne sommes pas la plupart des gens, répondit Raphaël. Lucas a choisi Miguel, et je vais honorer ce choix. Mais le processus se révéla plus compliqué qu'attendu. Le juge responsable, Dr Armando Vieira, était sceptique. Monsieur Santana, vous êtes récemment veuf, élevant un enfant qui fait aussi face au deuil. Ajouter un enfant sévèrement traumatisé à cette dynamique peut être désastreux pour tous les impliqués. Ou peut-être exactement ce dont nous avons tous besoin.
argumenta Raphaël. Je vais approuver une période de cohabitation supervisée de 30 jours. S'il y a le moindre signe que la situation nuit à Lucas ou que Miguel ne s'adapte pas, l'adoption sera refusée. Pendant la première semaine, Miguel resta dans la chambre d'hôte, sortant à peine sauf pour les repas. Il portait un carnet où il écrivait de courtes réponses quand nécessaire, mais observait principalement tout avec ses yeux vigilants. Lucas, cependant, était patient d'une façon qui surprenait Raphaël. Il s'asseyait à l'extérieur de la chambre de Miguel pendant des heures, parlant à travers la porte. « Je sais que tu as peur, » disait Lucas. « Moi aussi j'avais peur quand maman est morte. Je pensais que si je parlais de ça, cela le rendrait trop réel. Mais tu sais ce que j'ai appris? Le silence ne fait pas partir la douleur. Il la rend juste plus grande à l'intérieur. » Le 8e jour, Raphaël se réveilla à 3 heures du matin avec des cris. Il courut vers la chambre de Miguel et le trouva recroquevillé dans un coin, tremblant violemment, clairement pris dans une terreur nocturne. « Miguel, » dit doucement Raphaël, « tu es en sécurité, tu es dans notre maison, l'incendie est fini. » Mais Miguel ne pouvait pas entendre, perdu dans sa mémoire traumatique. C'est alors que Lucas apparut à la porte, portant sa couverture favorite, celle qu'Elena avait faite pour lui. Sans dire un mot, Lucas s'assit à côté de Miguel et plaça gentiment la couverture sur eux deux. Il commença à fredonner doucement, une berceuse qu'Elena avait l'habitude de chanter. Graduellement, Miguel arrêta de trembler. Ses yeux se focalisèrent sur Lucas et pour la première fois depuis son arrivée, des larmes commencèrent à couler sur son visage. « C'est bien de pleurer, » murmura Lucas. « Pleurer signifie que tu peux encore sentir, signifie que tu es encore vivant à l'intérieur. » Miguel s'appuya contre Lucas, sanglotant silencieusement, son petit corps secouant avec des années de douleur réprimées. Raphaël les observa, son propre cœur brisé et guéri simultanément. Le matin suivant, Miguel descendit pour le petit déjeuner et, au lieu de s'asseoir à sa place habituelle dans le coin de la table, s'assit à côté de Lucas. Quand Raphaël servit des pancakes, les préférés d'Elena, Miguel prit son carnet et écrivit « Merci ». C'était la première fois qu'il avait remercié pour quelque chose. Les progrès furent lents mais constants. Miguel commença à passer plus de temps hors de sa chambre. Lui et Lucas développèrent un langage élaboré de gestes et expressions. Ils découvrirent que tous deux aimaient l'astronomie et passaient des heures au télescope qu'Elena avait donné à Lucas, observant les étoiles. Ce fut pendant une de ces sessions que la première percée majeure eut lieu. « C'est Orion, » disait Lucas, pointant vers la constellation. « Maman disait qu'Orion était un chasseur protecteur, s'occupant toujours des gens là en bas. » Miguel prit son carnet et écrivit rapidement. « Mon père m'a montré Orion. Il a dit la même chose. » Lucas sourit. « Peut-être qu'ils sont là-haut ensemble maintenant, s'occupant de nous. » Miguel regarda Lucas pendant un long moment, puis ses lèvres bougèrent. Au début, aucun son ne sortit. Mais alors, aussi doux qu'un murmure, ensemble. Raphaël, observant depuis la porte, sentit des larmes dans ses yeux. Un mot, un seul mot, mais cela signifiait tout. « Miguel !» s'exclama Lucas, embrassant l'autre garçon. « Tu as parlé !» Miguel semblait surpris de lui-même, touchant sa gorge comme s'il ne croyait pas que le son était venu de lui. « Difficile !» murmura-t-il, sa voix rauque par le désusage. « Je sais !» dit Lucas. « Mais tu l'as fait, et ça va devenir plus facile, je promets. » Mais tout n'était pas progrès linéaire. 2 semaines après la période de test, Raphaël reçut un appel perturbant de sœur Katharina. « Monsieur Santana, je dois vous avertir. Quelqu'un est venu chercher Miguel aujourd'hui. » « Qui ? » ?»« Un homme. Il a dit être l'oncle de Miguel, mais nous n'avons aucun dossier d'oncle. Il posait beaucoup de questions sur où Miguel était maintenant. » Raphaël sentit un frisson. Si l'incendie avait été intentionnel, les responsables pourraient encore chercher Miguel. « Avez-vous décrit cet homme à la police ? » ?»« Oui, mais Monsieur Santana, il y avait quelque chose en lui, la façon dont il demandait des nouvelles de Miguel. Cela ne semblait pas être de la préoccupation familiale, cela semblait de la chasse. » Raphaël augmenta immédiatement la sécurité à la maison et informa son ami, le commissaire Carlos Medeiros, de la situation. « Raphaël, si Miguel a été témoin d'un crime, même s'il n'en parle pas, il peut encore être en danger.
Alors aide-moi à le protéger. Je ferai ce que je peux, mais sans que Miguel identifie des suspects ou fournisse un témoignage. Il commence à parler, interrompit Raphaël, lentement, mais il progresse. Cette nuit-là, Raphaël réunit les deux garçons. J'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Ne sortez pas de la maison sans moi ou l'équipe de sécurité. Et si quelqu'un d'étrange essaie de vous parler, c'est à propos du méchant homme, murmura soudain Miguel. Raphaël et Lucas furent paralysés. Quel méchant homme, Miguel? Demanda doucement Raphaël. Miguel prit son carnet, mais au lieu d'écrire, il commença à dessiner. Le dessin montrait un homme avec une cicatrice distinctive sur le visage, debout à l'extérieur d'une maison en flammes. Il était là, murmura Miguel, sa voix tremblant. La nuit du feu. Tu l'as vu allumer l'incendie? Demanda prudemment Raphaël. Miguel acquiesça, des larmes coulant sur son visage. Il a dit que papa aurait dû rester silencieux, que nous étions le prix pour ne pas avoir écouté. Raphaël sentit la bile monter dans sa gorge. Miguel avait regardé sa famille être assassinée comme punition pour le travail de son père. « Miguel, tu es incroyablement courageux de me raconter cela. Nous allons nous assurer que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. » Lucas prit la main de Miguel. « Nous sommes frères maintenant. Les frères se protègent mutuellement. » Avec la description de Miguel et son témoignage graduel, la police rouvrit l'affaire. L'homme à la cicatrice fut identifié comme Marcos Cicatrice Oliveira, un tueur connu associé aux entreprises de construction que le père de Miguel enquêtait. Mais le trouver se révéla difficile. Il avait disparu après avoir visité l'orphelinat, probablement alerté que Miguel parlait. Une nuit, 3 semaines après la période de test, Raphaël fut réveillé par le système d'alarme. Quelqu'un essayait d'envahir la maison. Il courut vers la chambre des garçons. Raphaël avait permis qu'ils partagent une chambre quand Miguel avait moins de cauchemars en dormant près de Lucas et les trouva réveillés, enlacés. « Papa, » murmura Lucas, « il y a quelqu'un dehors. » Raphaël avait déjà appelé la police, mais il prendrait de précieuses minutes pour arriver. Il verrouilla la porte de la chambre et bougea une commode pour la bloquer. « Miguel, » dit-il urgemment, « j'ai besoin que tu sois courageux maintenant. J'ai besoin que tu parles à la police quand ils arriveront. Tu peux faire ça ?» Miguel tremblait mais acquiesça. Le son de verre qui se brise résonna du rez-de-chaussée. Des pas lourds commencèrent à monter les escaliers. « Je sais que tu es là, garçon !» appela une voix rude. « Tu aurais dû rester silencieux comme je t'avais averti. » Miguel se raidit. C'était lui. Marcos Oliveira était dans leur maison. « Tu as tout gâché !» continua la voix, se rapprochant. D'abord ton père, maintenant toi, mais je vais finir ce que j'ai commencé. La poignée de porte tourna. Quand elle ne s'ouvrit pas, il y eut un coup lourd contre le bois. C'est alors que Miguel fit quelque chose d'extraordinaire. Il se leva, alla vers la porte et parla, sa voix claire et forte. « Je t'ai vu. J'ai vu que tu mettais le feu à ma maison. J'ai vu que tu verrouillais les portes pour qu'on ne puisse pas sortir. Tu as tué ma famille, mais tu ne me tueras pas. Tu ne tueras pas ma nouvelle famille. » « Miguel !» grogna Marco. « Ouvre cette porte, gamin !»« Non !» cria Miguel. « Je n'ai plus peur de toi. Mon père était un héros qui luttait contre les méchants hommes comme toi, et je vais m'assurer que tu paies pour ce que tu as fait. » Le son des sirènes emplit l'air. La police était arrivée. Il y eut une malédiction de l'autre côté de la porte, puis des pas qui couraient. Marcos essaya de fuir, mais fut capturé par la police dans le jardin. Quand les policiers entrèrent dans la chambre, ils trouvèrent Miguel debout droit, non plus le garçon brisé et silencieux de l'orphelinat, mais un survivant qui avait trouvé sa voie. « Je peux témoigner, » dit-il au commissaire Medeiros. « Je peux tout raconter. » Et il raconta chaque détail douloureux. Comment Marcos était arrivé en prétendant être un livreur. Comment il avait verrouillé les portes et fenêtres avant d'allumer le feu. Comment Miguel avait échappé par le conduit d'air, mais avait été forcé de regarder sa famille piégée à l'intérieur. Avec le témoignage de Miguel, Marcos Oliveira et tout le réseau de corruption furent démantelés. Le père de Miguel reçut à titre posthume une décoration pour son travail, et un fonds fut créé au nom de la famille pour aider d'autres victimes de crimes. Le jour où la période de test de 30 jours se termina, le juge Vieira convoqua tous à son bureau.
Monsieur Santana, commença-t-il, quand cette affaire m'est arrivée, j'avais de sérieux doutes sur votre décision. Je pensais que c'était du deuil mal dirigé, une tentative de combler le vide laissé par votre femme. Il fit une pause, regardant Miguel et Lucas, qui se tenaient la main. Mais ce dont j'ai été témoin ces dernières semaines m'a prouvé que j'avais tort. Miguel n'a pas seulement trouvé sa voie, il a trouvé sa famille. Et Lucas a montré une maturité et une compassion au-delà de ses années. Ah, par conséquent, continua-t-il, un petit sourire apparaissant sur son visage généralement sévère, c'est avec grand plaisir que j'approuve l'adoption de Miguel Ferreira dos Santos par Rafael Santana. Lucas et Miguel s'embrassèrent, tous deux pleurant ouvertement. Rafael les rejoignit, tous les trois formant un cercle d'amour, né de la perte, mais renforcé par le choix. « Maintenant, nous sommes vraiment frères ?» demanda Miguel, sa voix encore douce mais devenant plus forte chaque jour. « Nous l'avons toujours été » répondit Lucas, « depuis le moment où nous avons dessiné ensemble. » 5 ans plus tard, le retour de Thomas. 6 mois plus tard, Raphaël était dans le même jardin où tout avait commencé. Mais maintenant observait deux garçons jouer ensemble. Miguel avait encore des jours difficiles, des moments où le trauma refaisait surface, mais maintenant il avait une famille pour le soutenir. Lucas avait été transformé aussi. Le garçon solitaire qui construisait et détruisait des mondes de Lego construisait maintenant des vaisseaux spatiaux élaborés avec son frère, créant des histoires d'aventure et d'espoir. Ce fut un après-midi de dimanche que le téléphone sonna, interrompant la paix domestique. C'était sœur Katharina, et il y avait de l'urgence dans sa voix. « Monsieur Santana, j'ai besoin de votre aide. Vous souvenez-vous de Thomas ?» Raphaël se souvenait vaguement d'un garçon tranquille qui apparaissait parfois dans les anciens dessins de Miguel, une petite figure toujours à côté de l'arbre où Miguel s'asseyait. Que s'est-il passé ? Il s'est enfui il y a une semaine. C'est la 3e fois en 6 mois. Quand nous le trouvons, il continue à demander des nouvelles de Miguel. Il dit que Miguel a promis de revenir le chercher. Raphaël sentit son cœur se serrer. Il regarda par la fenêtre et vit Miguel, maintenant 14 ans, enseignant à Lucas comment construire un télescope fait maison. Le garçon avait fleuri au cours des dernières années. Mais Raphaël savait qu'il portait encore de la culpabilité d'avoir échappé à l'orphelinat pendant que d'autres restaient derrière. « Miguel sait-il ceci ?» demanda Raphaël. « Je ne voulais pas vous inquiéter, mais... Monsieur Santana, Thomas se détériore. Il a arrêté de manger par la peine. Les psychologues disent qu'il s'est fixé sur Miguel comme son seul espoir de salut. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Raphaël décida d'aborder le sujet. « Les garçons, vous souvenez-vous de Thomas, de l'orphelinat ?» Miguel arrêta immédiatement de manger, sa fourchette suspendue dans l'air. « Thomas, bien sûr que je me souviens. Pourquoi ?» Raphaël expliqua gentiment l'appel de sœur Katharina. Pendant qu'il parlait, il vit des larmes se former dans les yeux de Miguel. « J'ai promis, » murmura Miguel. « Avant de quitter l'orphelinat, j'ai promis à lui que je ne l'oublierai pas, que quand j'aurai une famille, je trouverai un moyen de l'aider aussi. »« Miguel, » dit gentiment Lucas, « tu avais 9 ans et tu sortais juste d'un trauma. Tu ne pouvais pas prévoir. Mais j'ai promis, » explosa Miguel, une rare démonstration d'émotion intense. « Thomas était le seul qui n'avait pas peur de moi. Quand j'étais dans mes pires jours, il s'asseyait à côté de moi sous l'arbre. Il n'essayait pas de me faire parler, il restait là, avec moi. » Raphaël observa le tourment de son fils. « Tu veux le voir ? Je peux ? Nous irons demain. » La réunion fut émouvante et douloureuse. Thomas, maintenant 13 ans, était devenu une ombre du garçon que Raphaël se rappelait vaguement. Il était plus mince, ses yeux ternes de désespoir. Mais quand il vit Miguel, quelque chose s'alluma en lui. « Miguel !» murmura-t-il, courant pour embrasser son ancien ami. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. »« Désolé d'avoir pris si longtemps, » dit Miguel, tenant Thomas fermement. « Désolé d'avoir pris si longtemps. » Pendant les heures suivantes, Thomas raconta lentement son histoire. Contrairement à Miguel, il n'avait pas de souvenirs traumatiques spécifiques. Il avait été trouvé à 3 ans, errant seul dans une gare sans aucune identification, sans famille le cherchant, sans passé,
juste un présent sans fin à l'orphelinat et aucune perspective d'avenir. Ce qui fait le plus mal, confessa Thomas, ce n'est même pas de ne pas avoir de famille, c'est de ne pas savoir si j'en ai déjà eu une, si quelqu'un m'a déjà aimé, si j'importe à quelqu'un. Lucas, qui était resté silencieux pendant la plupart de la visite, parla finalement. Tu importes à Miguel, et Miguel nous importe. Cela fait que tu nous importes aussi. Ce fut Raphaël qui suggéra. Et si Thomas passait quelques week-ends avec nous, pour voir comment il se sent? Les yeux de Thomas s'illuminèrent pour la première fois en mois. Les visites commencèrent immédiatement, et il devint rapidement clair que Thomas s'adaptait à la dynamique familiale comme une pièce qui avait toujours manqué. Il avait un talent naturel pour l'art, quelque chose que Miguel et Lucas encouragèrent avec enthousiasme. Mais il y avait aussi des défis. Thomas avait des attaques de panique quand il pensait qu'il était testé pour voir s'il était assez bon pour rester. Il avait une terreur d'être abandonné à nouveau. Ce fut pendant sa 4e visite que la vérité sur son passé émergea finalement. Raphaël avait engagé un enquêteur privé pour essayer de découvrir l'origine de Thomas. Ce qu'ils découvrirent était dévastateur et espérant à la fois. Monsieur Santana, l'enquêteur, Carlos Henrique, appela un jeudi soir. « J'ai trouvé des informations sur Thomas Almeida, c'est son vrai nom. Et il est le petit-fils d'Anna et José Almeida, un couple de professeurs retraités de Campinas. Leur fille, Marina Almeida, a été tuée par son ex-mari violent quand Thomas avait 3 ans. Elle avait caché le garçon avant d'être trouvée par l'assassin. Raphaël sentit son sang se glacer. Encore un autre enfant orphelin à cause de violences domestiques. L'assassin est en prison, il purge une peine à vie. Mais les grands-parents, Monsieur Santana, ils n'ont jamais arrêté de chercher Thomas. Il y a une page Facebook, des annonces dans les journaux. Ils savent que leur petit-fils est vivant, mais le système a échoué à les connecter. Échoué comment? Thomas a été trouvé avec une chemise qui avait seulement le nom Tom écrit à la main, sans nom de famille. Il a été enregistré comme Thomas da Silva, un nom générique. Les grands-parents cherchaient Thomas Almeida. La bureaucratie n'a jamais fait la connexion. Cette nuit-là, Raphaël s'assit avec Thomas et expliqua gentiment ce qu'il avait découvert. « Tu as de la famille, Thomas, des grands-parents qui n'ont jamais arrêté de te chercher. » Thomas resta silencieux longtemps, digérant l'information. « Ils veulent me connaître, ils veulent te prendre dans leurs bras. Mais, et si je ne me souviens pas d'eux? Et s'ils sont déçus de moi ?» Ce fut Miguel qui répondit. La vraie famille ne se base pas sur la mémoire, elle se base sur le choix. Et ils t'ont déjà choisi il y a longtemps. La rencontre fut arrangée dans le parc, territoire neutre. Anna et José Almeida arrivèrent portant une boîte de photos et souvenirs gardés pendant 10 ans. Quand ils virent Thomas, Anna commença à pleurer immédiatement. « Tu as les yeux de ta mère », murmura-t-elle. José était plus retenu, mais sa voix trembla quand il dit « Nous n'avons jamais perdu espoir. Ta mère, elle est morte en te protégeant. Et tu es là, tu es en sécurité. » Ils montrèrent des photos de Thomas bébé, de la mère dont il ne se souvenait pas, d'une famille qui avait été détruite par la violence, mais qui avait persisté dans l'amour. « Nous comprenons, » dit prudemment Anna, « si tu ne veux pas venir avec nous. Tu as une vie maintenant, des gens qui se soucient de toi. » Thomas regarda Miguel et Lucas, puis Raphaël, clairement déchiré. « Je peux avoir les deux, vous et eux ?» Ce fut Raphaël qui proposa la solution qui changerait toute leur vie. Et si nous créions une famille élargie, Thomas pourrait vivre avec ses grands-parents, mais passer les week-ends et vacances avec nous. Nous pourrions être comme des cofamilles. Anna et José échangèrent des regards. « Vous feriez ça ?» demanda José. « Même sans avoir d'obligation légale envers nous ? La famille n'est pas une question d'obligation, dit Lucas avec une sagesse au-delà de ses années. C'est une question de choix. Et nous avons choisi Thomas il y a longtemps. Et ainsi, une nouvelle configuration familiale naquit. Thomas alla vivre avec ses grands-parents, mais passa tant de temps avec les Santana qu'il avait essentiellement 2 foyers. Anna et José devinrent partie de la famille élargie, se joignant fréquemment aux dîners et célébrations. « Vous savez ce que je remarque ?» dit Lucas,
lors d'un de ces dîners, regardant autour de la table où 3 générations se rassemblaient. Nous avons commencé comme des gens perdus, chacun différemment. Mais maintenant, regardez-nous, nous avons construit quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. C'est comme ces puzzles japonais, ajouta Miguel, maintenant 15 ans et de plus en plus articulé. Chaque pièce semble ne pas s'adapter, mais quand tu trouves le bon angle, ça forme quelque chose de plus beau que n'importe quel dessin traditionnel. Thomas, s'épanouissant sous l'amour de multiples sources, leva son verre. Un toast aux familles qui n'ont pas de sens sur le papier, mais sont parfaites dans la vraie vie. L'expansion inattendue. 3 ans passèrent dans une paix relative. Miguel, maintenant 18 ans, était devenu un jeune homme éloquent qui utilisait son expérience pour aider d'autres enfants traumatisés. Lucas, à 17 ans, montrait un intérêt pour la psychologie, inspiré par le parcours de récupération de son frère. Thomas, à 16 ans, avait développé un talent extraordinaire pour l'art-thérapie, utilisant ses dessins pour aider d'autres enfants à l'orphelinat où lui et Miguel s'étaient connus. Ce fut un après-midi de mardi que sœur Catarina appela à nouveau, cette fois avec une situation qui testerait toutes les limites de la famille Santana Almeida. « Monsieur Santana, dit-elle, sa voix chargée d'inquiétude, nous avons une urgence. Une fille de 12 ans est arrivée hier, Sofia. Elle est dans un état catatonique depuis qu'elle est arrivée. Que lui est-il arrivé? Traite des êtres humains. Elle a été sauvée d'une opération horrible. Elle ne parle pas, ne mange pas, ne réagit à rien. Mais il y a quelque chose de plus... Elle porte un dessin qui semble très familier. Raphaël eut un pressentiment. Comment ça familier? C'est presque identique au dessin que Miguel faisait quand il est arrivé. Une maison en flammes, mais cette fois il y a plusieurs petites figures piégées à l'intérieur. Vous pensez qu'elle a assisté à quelque chose de similaire? Pire. Les autorités croient qu'elle a été forcée de regarder d'autres enfants être. Sœur Catarina s'arrêta, incapable de compléter la phrase. Monsieur Santana, elle a besoin d'une famille spécialisée en trauma. J'ai pensé immédiatement à vous. Raphaël regarda par la fenêtre où ses 3 fils aidaient Anna à s'occuper de son jardin. Ils avaient construit une vie si soigneusement équilibrée. Ajouter un enfant dans un état si critique pourrait tout mettre en danger. Mais alors, il se souvint des paroles d'Elena. La famille n'est pas une question de commodité, Raphaël. C'est apparaître quand quelqu'un a besoin, surtout quand c'est difficile. Pouvons-nous lui rendre visite? Elle ne répond pas aux adultes. Mais peut-être Miguel pourrait essayer. Le lendemain, Miguel, maintenant un jeune homme grand et confiant, accompagna Raphaël à l'orphelinat. Sofia était exactement comme sœur Catarina l'avait décrite, recroquevillée dans un coin de la chambre, yeux vides, tenant un papier plié contre sa poitrine. « Puis-je rester seul avec elle ?» demanda Miguel. « Miguel, elle peut avoir des réactions imprévisibles. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Raphaël et sœur Catarina se retirèrent, observant à travers une petite fenêtre dans la porte. Miguel s'assit par terre, loin de Sofia, et commença simplement à dessiner sur le papier qu'il avait apporté. Pendant 40 minutes, il dessina en silence. Finalement, Sofia leva légèrement les yeux. Miguel avait dessiné une maison, mais différente de celle qu'elle tenait. Cette maison avait toutes les portes et fenêtres ouvertes, et de petites figures sortaient, courant vers des gens plus grands, aux bras ouverts. Sofia émit un son, le premier son qu'elle avait fait en jours. C'était presque un soupir. Miguel continua à dessiner, ajoutant plus de détails. Un arbre avec des enfants jouant dessous, un soleil brillant, des gens souriants. Lentement, Sofia bougea, seulement quelques centimètres, mais c'était du mouvement. Miguel fit alors quelque chose qui surprit même Raphaël. Il commença à parler, sa voix basse et gentille. « Moi aussi, j'ai déjà été piégé dans une maison en flammes. Pas littéralement, mais ici à l'intérieur. » Il toucha sa poitrine. « Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne sortirais jamais, que le feu serait toujours là. » Sofia le regarda directement pour la première fois. « Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Le feu n'est pas plus fort que les gens qui vous aiment. Et il y a toujours des gens qui vous aiment, même quand il semble qu'il n'y en a pas. » Sofia tendit la main et toucha le papier de Miguel. Avec des mouvements tremblants, elle prit un crayon et ajouta une figure petite au dessin.
Une fille courant vers les gens aux bras ouverts. Miguel sourit. Exactement. Il y a toujours un chemin vers la maison. Les semaines suivantes furent les plus défiatrices que la famille avait affrontées. Sofia vint à la maison dans une période de test, mais son trauma était profond et multifacette. Elle avait des terreurs nocturnes qui faisaient apparaître celles de Miguel douce. Parfois, elle restait catatonique pendant des heures. Elle avait des attaques de panique quand les hommes adultes s'approchaient trop rapidement, ce qui incluait Raphaël. Peut-être ne pouvons-nous pas faire cela, admit Raphaël dans une conversation nocturne avec les garçons. Sofia a besoin de soins qui sont peut-être au-delà de nos capacités. Ce fut Lucas qui répondit, sa voix ferme malgré ses 17 ans. Papa, te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand Miguel est arrivé? Que les meilleures choses ne sont jamais faciles. Sofia n'est pas différente de Miguel ou Thomas. Elle a juste besoin de plus de temps pour faire confiance qu'il est sûr de sentir à nouveau. Mais elle me parle à peine, dit Raphaël, frustré. Comment puis-je être père de quelqu'un qui a peur de moi? De la même façon que tu as été père de Miguel quand il ne parlait pas du tout, répondit Miguel. Tu étais là, chaque jour, même quand cela semblait impossible. Ce fut Thomas qui suggéra la solution. Et si Anna restait avec Sofia pendant la journée? Sofia n'a pas peur des femmes plus âgées. Anna pourrait être comme une mère substitut temporaire pendant que Sofia s'habitue à nous tous. Anna accepta le défi sans hésitation. Pendant les jours, Sofia restait dans la maison des Almeida, où elle commença lentement à s'ouvrir avec la figure maternelle gentille qu'Anna représentait. Le soir, elle retournait chez les Santana, où graduellement, elle s'habitua à la présence de Raphaël à travers les routines soigneusement structurées que les garçons créèrent. La première vraie percée vint 2 mois après son arrivée. Sofia avait commencé à dessiner compulsivement non plus les maisons en flammes d'avant, mais des portraits de gens, des centaines de visages, tous différents, tous détaillés. Qui sont ces gens? Demanda gentiment Lucas un soir, observant Sofia travailler. Sofia arrêta de dessiner et le regarda pendant un long moment. Puis, d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, les autres filles, celles qui n'ont pas pu sortir. Le cœur de Raphaël se brisa. Sofia ne traitait pas seulement son propre trauma, elle portait la mémoire de toutes les autres victimes qu'elle avait connues. Sofia, Miguel s'agenouilla à côté d'elle. Tu ne peux pas les sauver en dessinant, mais tu peux les honorer en vivant. Tu peux être heureuse pour elles toutes. Sofia commença à pleurer, les premières larmes qu'elle avait versées depuis son arrivée. Elle voulait rentrer à la maison, sanglota-t-elle. Elle voulait toutes rentrer à la maison. Et maintenant, tu en as une, dit doucement Lucas, et elles vivent à travers toi en ayant une. Ce fut ce moment qui marqua le vrai tournant dans la récupération de Sofia. Elle commença à travailler avec une thérapeute spécialisée en trauma de traite, mais le vrai travail de guérison se passait à la maison, entourée de gens qui comprenaient que l'amour signifie parfois avoir une patience infinie avec des processus invisibles de guérison. Bill, la révélation qui changea tout. 6 mois plus tard, quand Sofia progressait clairement et s'intégrait à la famille, Raphaël reçut un appel qui changerait tout à nouveau. Monsieur Santana, ici détective Marina Santos, de la division de protection de l'enfant et de l'adolescent. Oui, nous enquêtons sur le réseau de traite dont Sofia a été sauvée. Elle a fourni des informations qui ont mené à des découvertes significatives. Mais il y a quelque chose de plus. Nous avons trouvé des dossiers qui suggèrent que Sofia peut avoir une sœur. Raphaël fut abasourdi. Une sœur? Isabella, 2 ans plus jeune. Elle a été séparée de Sofia il y a environ 1 an. Nous ne l'avons pas encore trouvée, mais nous avons des pistes. Quand Raphaël partagea l'information avec Sofia, elle réagit d'une façon que personne n'attendait. Au lieu d'espoir, elle entra en panique totale. « Non !» cria-t-elle. « Isabella ne peut pas venir ici, ce n'est pas sûr, ils vont venir la chercher. » Il fallut des heures pour la calmer, et quand finalement ils réussirent, la vérité qu'elle révéla était dévastatrice. « Isabella n'est pas juste ma sœur, » murmura Sofia. « Elle est spéciale. Elle se souvient de tout. Visage, nom, lieu. C'est pourquoi ils nous ont séparés. Ils avaient peur de ce qu'elle pourrait raconter. »« Sofia, » dit gentiment Raphaël, « si Isabella est encore avec ces gens, elle est en danger.
Nous devons la trouver. Mais si elle vient ici, elle va apporter le danger pour vous tous. Et s'il découvre tout nous sommes. Ce fut Miguel qui répondit. Sofia, famille signifie affronter les dangers ensemble, signifie ne jamais laisser quelqu'un derrière. Tu as appris cela de moi quand je suis arrivé. Maintenant, c'est notre tour d'apprendre de toi. La recherche d'Isabella prit 3 mois intenses. La police travaillait avec les informations que Sofia fournissait courageusement dans des sessions soigneusement supervisées. Raphaël investit des ressources privées dans l'enquête. La famille entière vivait sous protection policière. Finalement, dans une opération coordonnée qui impliqua 3 États, Isabella fut trouvée dans une maison sûre au Minas Gerais. Quand les autorités la ramenèrent à São Paulo, Sofia pouvait à peine croire. Isabella, à 10 ans, était physiquement différente de Sofia. Plus grande, cheveux plus clairs, mais il y avait une ressemblance indéniable dans les yeux. Des yeux qui avaient vu trop pour un enfant. « Sofia » murmura Isabella quand elles se virent au centre de protection. « C'est vraiment toi ? Isa !» Sofia courut pour embrasser sa sœur. « Tu es en sécurité maintenant, nous sommes en sécurité. » Mais intégrer Isabella à la famille se révéla encore plus complexe qu'avec Sofia. Isabella n'était pas catatonique. Elle était hyper vigilante. Elle mémorisait chaque détail de chaque environnement, chaque personne, comme si elle planifiait constamment des fuites. Sa mémoire photographique, qui l'avait rendue précieuse pour les criminels, la tourmentait maintenant avec des souvenirs parfaits d'horreur qu'elle ne pouvait pas oublier. Elle se souvient de tout, expliqua Sofia à la famille dans une conversation nocturne. Chaque visage, chaque nom, chaque endroit où ils nous ont menés, c'est un don et une malédiction. Cela peut aussi être notre salut, observa Miguel. Si elle témoigne, elle peut aider à arrêter des gens qui ont fait mal à beaucoup d'autres enfants. Mais Isabella refusait de parler à toute figure d'autorité. Elle ne faisait confiance qu'à Sofia et graduellement à Anna, qui encore une fois assuma le rôle de figure maternelle de transition. Ce fut Thomas qui eut l'idée qui changerait l'approche de tous. Et si, au lieu d'essayer de faire oublier ou surmonter ses souvenirs à Isabella, nous l'aidions à les utiliser pour quelque chose de positif? Comment ça? Demanda Raphaël. Elle est artiste. J'ai vu certains de ses dessins, ils sont incroyablement détaillés. Et si elle pouvait transformer ses souvenirs en art, non pas pour revivre le trauma, mais pour le transformer en quelque chose qui peut aider d'autres enfants? L'idée était révolutionnaire. Au lieu de thérapie traditionnelle focalisée sur l'oubli, ils commencèrent à travailler avec Isabella sur une approche qui honorait ses souvenirs tout en les transformant en outils de guérison. Non seulement pour elle, mais pour d'autres victimes. Isabella commença à créer une série de dessins et peintures qui racontaient son histoire et celle d'autres enfants qu'elle avait connus. Ce n'étaient pas des représentations graphiques de l'abus, mais des allégories puissantes d'emprisonnement et libération, obscurité et lumière, peur et espoir. C'est comme si elle documentait un holocauste personnel, observa Lucas, regardant une des peintures les plus récentes d'Isabella, mais aussi créant un mémorial pour tous les enfants qui n'ont pas pu s'échapper. L'art d'Isabella attira finalement l'attention d'organisations internationales de lutte contre la traite des êtres humains. Ces peintures devinrent des symboles puissants de résilience infantile et des outils éducatifs pour la sensibilisation. Mais le plus important pour la famille était qu'Isabella se guérissait à travers son art et s'ouvrait graduellement à l'amour qui l'entourait. Ubey, 10 années plus tard, l'héritage. L'auditorium de l'université de São Paulo était bondé. Rafael Santana, maintenant 48 ans, observait du fond de la salle pendant que son fils Miguel, 28 ans, défendait sa thèse de doctorat en droit de l'enfant et de l'adolescent. Le sujet, adoption tardive et le rôle du choix mutuel dans le processus de liaison familiale. La législation actuelle, argumentait Miguel devant le jury examinateur, se concentre principalement sur les aspects bureaucratiques de l'adoption, négligeant le composant émotionnel fondamental, la connexion authentique entre adoptant et adopté. Au premier rang, Lucas, maintenant Dr Lucas Santana, psychologue clinique spécialisé en trauma infantile, souriait fièrement à son frère. À côté de lui, Thomas Almeida Santana,
artiste thérapeute reconnu, esquissait discrètement la scène dans son carnet. Quelques rangs derrière, Sofia Santana, maintenant 22 ans et diplômée en service social, tenait la main de sa sœur Isabella, 20 ans, dont l'art était devenu internationalement reconnu comme symbole de survie et d'espoir. Je propose, continua Miguel, l'implémentation de programmes pilotes où les enfants au-dessus de 7 ans aient une voix active dans le processus de sélection de leurs familles adoptives, basées sur affinités naturelles démontrées à travers des activités structurées de cohabitation. Le professeur Dr Armando Vieira, le même juge qui avait présidé l'adoption de Miguel années auparavant, maintenant retraité et enseignant à l'USP, se pencha en avant. « Monsieur, Santana, votre proposition est révolutionnaire, mais aussi controversée. Comment répondriez-vous aux critiques que les enfants ne possèdent pas la maturité pour prendre de telles décisions ?» Miguel sourit, le même sourire timide qui avait captivé Lucas lors de cette première rencontre à l'orphelinat, mais maintenant chargé de confiance conquise à travers des années de croissance. « Professeur, avec tout respect, la question présuppose que les adultes ont toujours une maturité supérieure dans la prise de décisions émotionnelles. Mon expérience personnelle et professionnelle suggère le contraire. » Il fit une pause, ses yeux trouvant sa famille dans l'audience. « Quand j'avais 9 ans, mon frère Lucas, alors 8 ans, a fait le choix qui a sauvé ma vie. Il a vu au-delà de mon silence, au-delà de mon trauma, au-delà de ce que les adultes appelaient comportement problématique. Il a vu le potentiel où d'autres ne voyaient que difficultés. Plus tard, quand j'avais 15 ans, j'ai choisi d'aider mon ami Thomas à trouver sa famille. Ce n'était pas une décision que j'ai prise en pensant aux implications légales ou aux complications pratiques. C'était une décision du cœur. Et à 18 ans, quand j'ai connu Sofia et puis Isabella, ce fut encore une fois un choix émotionnel, non rationnel, qui nous a menés à étendre notre famille de façon qu'aucune planification adulte n'aurait prévu. Miguel se tourna vers le jury, sa voix gagnant en force. La capacité d'aimer, de reconnaître quelqu'un qui a besoin de famille, de se connecter authentiquement avec une autre personne, ce ne sont pas des compétences qui se développent seulement avec l'âge. Ce sont des compétences du cœur, et les enfants ont fréquemment des cœurs plus ouverts que les adultes. Ma proposition n'est pas de remplacer la supervision adulte, mais d'inclure les voix des enfants eux-mêmes dans le processus qui les affecte le plus. Trouver une famille, parce qu'à la fin, famille n'est pas à propos de qui peut fournir la meilleure maison ou éducation, bien que cela soit important. C'est à propos de qui choisit de vous voir, vous accepter et lutter pour vous. La défense continua pendant 2 heures, avec Miguel présentant des données de recherche qu'il avait menées dans plusieurs orphelinats, des entretiens avec des familles adoptives réussies et des études de cas détaillées. Quand le jury se retira pour délibération, Raphaël s'approcha de ses fils. « Je suis fier, dit-il simplement. Nous le sommes tous, ajouta Ana Almeida, maintenant 72 ans mais encore vibrante. José était décédé 2 ans auparavant, mais non sans avoir vu Thomas devenir le petit-fils dont il avait toujours rêvé. Grand-père José exploserait de fierté, dit Thomas, les yeux mouillés. Ils le seraient tous, murmura Isabella, et tous sûrs qu'elle se référait non seulement à ceux qui étaient de partis, mais aux enfants qui n'avaient pas survécu pour voir ce moment. Quand le jury revint, le résultat fut unanime. Approbation avec distinction. Docteur Miguel Santana, annonça le professeur Vieira, votre thèse représente une contribution significative au champ du droit de l'enfant. Plus important, elle représente l'espoir pour des milliers d'enfants qui attendent des familles. Le Centre Elena. 6 mois après la défense de Miguel, la famille Santana Almeida fit une annonce qui surprit tous ceux qui les connaissaient. Nous transformons une partie de la propriété en centre de préparation pour adoption, expliqua Raphaël à la conférence de presse. Il s'appellera Centre Elena, en hommage à ma première épouse dont les paroles sur la famille guident tout ce que nous faisons. Le concept était unique. Au lieu de seulement traiter les adoptions bureaucratiquement,
le centre Elena offrirait des périodes de cohabitation structurées où les familles intéressées et les enfants pourraient se connaître graduellement à travers des activités qui révélaient la compatibilité naturelle. L'idée, expliqua Lucas au journaliste, est de retirer la pression artificielle des périodes de tests traditionnelles et créer un environnement où les connexions authentiques peuvent se développer. Sophia, qui s'était spécialisée en travail avec les victimes de traite, ajouta « Nous offrirons aussi des programmes spécialisés pour les enfants avec des traumas spécifiques, utilisant des méthodologies que nous avons développées à travers notre propre expérience familiale. » Où Thomas serait responsable du programme d'art-thérapie, pendant qu'Isabella créerait des installations artistiques qui aideraient les enfants à exprimer leurs espoirs et peurs concernant l'adoption. Miguel, maintenant docteur, dirigerait les aspects légaux et de plaidoyer, travaillant pour changer les législations qui empêchaient les adoptions réussies. Mais le plus important, conclut Raphaël, c'est que ce sera un endroit où les enfants auront une voix, où leurs choix seront respectés, où famille est définie non par des formulaires, mais par connexion. Le centre Elena ouvrit 1 an plus tard, dans une cérémonie émouvante où était présente sœur Katharina, maintenant retraitée, mais suivant encore le progrès de ses enfants. Quand Miguel est arrivé à l'orphelinat il y a 15 ans, dit-elle dans son discours, c'était un enfant brisé qui semblait n'avoir pas d'avenir. Aujourd'hui, il crée des avenirs pour d'autres enfants. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. 5 ans plus tard, le cycle complet. Raphaël était dans le jardin, le même jardin où Lucas avait joué seul tant d'années auparavant. Mais maintenant, l'espace était plein de vie. Les enfants du centre Elena jouaient sous la supervision de son équipe. Les familles participaient aux activités de cohabitation et au milieu de tout, ses propres fils travaillaient avec dévouement inlassable. À 32 ans, Miguel était devenu une des principales voix dans la réforme du système d'adoption brésilien. Ses propositions étaient implémentées dans plusieurs États. Lucas, à 31 ans, dirigeait un des programmes de trauma infantile les plus respectés du pays, utilisant des méthodologies développées à travers son expérience familiale. Thomas, à 30 ans, s'était marié avec une thérapeute qu'il avait rencontrée au centre. Et ensemble, ils développaient des programmes innovants d'art-thérapie familiale. Sophia, à 27 ans, travaillait internationalement avec des organisations de lutte contre la traite des êtres humains, mais revenait toujours à la maison pour aider au centre. Isabella, à 25 ans, était devenue artiste de renommée internationale, mais utilisait sa célébrité pour attirer l'attention sur la cause de l'adoption et les droits des enfants. « Papa », Lucas s'approcha, portant un dossier épais. « Nous avons les chiffres de l'année dernière. Et 123 adoptions réussies, au taux de retour de moins de 2%, comparé à la moyenne nationale de 15%. Raphaël sourit. Elena serait fière. « Je pense qu'elle l'est », dit une voix derrière eux. C'était Miguel, qui arrivait maintenant accompagné d'une femme enceinte. Sa femme, Dr Ana Paula, une psychiatre infantile qui était tombée amoureuse tant de Miguel que de sa cause. « Comment vous sentez-vous à propos de devenir grand-père » demanda Ana Paula à Raphaël. « Terrifié et extasié en mesures égales, » admit Raphaël. « Avez-vous déjà pensé au nom ?»« Si c'est une fille, » dit Miguel. « Elena. Si c'est un garçon, José, en hommage au grand-père de Thomas. Et si ce sont des jumeaux, plaisanta Lucas. Alors Elena et José, rit Ana Paula. Simple comme ça. Cette nuit-là, toute la famille se rassembla pour le dîner hebdomadaire, tradition qu'ils avaient maintenue pendant toutes ces années. La table, qui avait une fois accueilli 3 personnes solitaires, avait maintenant besoin d'extension pour accommoder la famille élargie. « Vous savez, » dit Raphaël, levant son verre, « il y a 20 ans, j'étais un homme qui avait tout perdu. Aujourd'hui, je suis un homme qui a gagné plus que ce dont j'avais jamais rêvé. Pour Elena, dit Miguel, pour nous avoir enseigné que la famille est une question de choix. Pour tous les enfants qui attendent encore, ajouta Sophia. Pour les secondes chances, continua Thomas. Pour les premières chances, corrigea gentiment Isabella. Pour l'amour qui multiplie au lieu de diviser, conclut Lucas. Pour la maison, dirent tous à l'unisson.
Pendant que la nuit avançait et les conversations se divisaient en groupes plus petits, Raphaël se retira dans le bureau où il gardait la photo d'Elena. À côté d'elle, il y avait maintenant d'autres photos, des parents de Miguel, de la mère de Thomas, de José Almeida, de toutes les personnes qui étaient parties, mais dont l'amour continuait à couler à travers les vies qu'elles avaient touchées. « Merci », murmura-t-il, « pour m'avoir enseigné que fin et commencement sont parfois la même chose, que la perte peut se transformer en gain, que la famille n'est pas à propos de remplacer ce que nous avons perdu, mais d'honorer cela en multipliant l'amour. » Par la fenêtre, il pouvait voir les lumières du centre Elena, où d'autres familles se formaient à ce moment exact. Des enfants trouvant des parents trouvant des enfants, des cœurs brisés étant guéris à travers le choix d'aimer à nouveau. C'était, Raphaël réalisa, exactement ce qu'Elena avait toujours voulu dire quand elle parlait de famille. Ce n'était pas à propos de perfection ou de facilité, c'était à propos d'apparaître, jour après jour, choisissant de voir le potentiel où d'autres voyaient seulement des problèmes, choisissant l'espoir où d'autres voyaient seulement le désespoir, choisissant l'amour où d'autres choisissaient la peur. Et à la fin, peut-être que c'était la seule définition de famille qui importait vraiment. Des gens qui choisissent de rester, des gens qui choisissent de lutter, des gens qui choisissent d'aimer, non parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Lucas avait choisi Miguel quand tous deux n'étaient que des enfants perdus. Ce choix avait sauvé non seulement 2 garçons, mais avait créé des ondulations qui continueraient à sauver des enfants pour des générations. Parce que c'est ainsi que l'amour fonctionnait. Non comme une ressource finie qui s'épuise quand partagée, mais comme une lumière qui devient plus brillante, plus elle est transmise. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez « famille » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la famille est une question de choix, pas seulement de sang. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires qui vont vous émouvoir et vous inspirer. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que les familles les plus fortes sont celles formées par choix? Partagez votre expérience. Denis, souvenez-vous, parfois les cœurs qui ont été brisés sont ceux qui ont le plus de place pour l'amour, et les plus belles familles sont celles que le destin unit de façons inattendues. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur.